Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ici Alex pour un nouveau rendez-vous de Parole d'expert. Et aujourd'hui, je suis vraiment content et honoré de recevoir Jérémy Guillot. Je le prononce bien, Jérémy Guillot. Parfait. Parfait. Guillot, comme tu veux. Guillot, ok. Jérémy qui est spécialiste LinkedIn et IA. Avec un background de ce que j'ai pu déceler, tu as une expertise globale en vente, en commercial et en marketing, je dirais. Euh, Moi, je sais qu'elle me met mal à l'aise quand on me la pose, cette question, mais je vais te la poser. Comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi en quelques lignes en termes Alors, pour l'intro? comment est-ce que je me présente? Je me présente en tant que, bon, j'aime pas trop ce titre, hein, mais ça récapitule un peu ce que je fais en tant qu'expert LinkedIn, expert ChatGPT. J'aime pas trop ce titre parce que parfois ça fait un peu gourou de dire expert LinkedIn, mais bon, ça récapitule un peu très bien ce que je fais. Donc, je me présente comme ça. Sur la partie LinkedIn, donc j'accompagne les entreprises sur différents sujets, sur la partie stratégique et opérationnelle. Donc, ça peut être, par exemple, la mise en place de prospection, de ghostwriting, de community management, de publicité ou former les équipes en interne. Et sur la partie ChatGPT, j'ai lancé une formation avec mon associé Brice il y a à peu près 2 semaines. Voilà pourquoi je me dis expert ChatGPT et Ok, LinkedIn. ouais. Alors, moi, j'ai réinvesti LinkedIn en début d'année. J'ai pris mes marques, j'ai commencé à publier, à voir un peu ce qui se passait. C'est très tendance, LinkedIn, là, surtout avec les algos méta qui foutent un peu tout en l'air là. Sur LinkedIn, si je caricature, si je tire un peu le trait, j'ai l'impression qu'il n'y a que des spécialistes growth ou LinkedIn. Ouais, c'est ça. Ou des Qu'est-ce que tu coachs en de penses? coachs de coachs. Ou des coachs, des coachs de Alors, moi, je coachs suis de coach. coachs. Ouais, ouais, Voilà, il donc, y a ça, c'est ces personnes qu'on voit le plus visible. Pourquoi? Parce que c'est rempli en fait, c'est un vivier de décisionnaires. Les personnes qui veulent se rendre le plus visible auprès de ces personnes, c'est qui? C'est les freelances, les consultants, les coachs. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais en réalité, c'est peut-être plutôt que ce sont les personnes qui sont les plus présentes à poster sur le réseau. hmm. Mais derrière, sur 100% de personnes, il y a en général, il y a quoi? Il y a 1% de personnes qui postent. Ouais, la masse C'est silencieuse, pour elle est ça qu'on a énorme. l'impression qu'ils sont toujours là. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup plus de monde que seulement des coachs, des consultants et des experts. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a toujours le biais de l'algo qui te montre plus de ce sur quoi tu as cliqué, etc. Donc, en fait, tu as juste une fine frange de la population LinkedIn, quoi. Ouais. C'est ça exactement. Euh, j'ai vu que tu avais de grosses références, Microsoft, IBM, Carrefour. À la base, tu intervenais chez eux. Pourquoi et comment? Alors, les références, j'en ai pas mal. En fait, il y a différents, sur chaque entreprise, c'est différent. Il y a des entreprises où j'ai fait de la formation, d'autres entreprises que j'ai accompagnées sur la pub, sur la prospection, sur du ghostwriting. Donc, chaque entreprise, ça a été différent. Par exemple, IBM, c'était de la formation. Sodexo, c'était la partie digitale aussi, c'était de la formation. En général, sur les gros groupes, comme ils ont les ressources en interne, là où j'interviens, c'est plutôt sur former les équipes. Ok, donc vraiment Former les équipes ou le sur une volet expertise. formation. Ouais. Après, sur des gros groupes, ça peut être aussi une expertise qu'ils n'ont pas actuellement et un besoin ponctuel de gérer une partie, par exemple, de leur publicité. Par exemple, une campagne publicitaire, même si c'est une grosse boîte, ils ont besoin d'une personne qui a une grosse expertise sur la partie LinkedIn, en publicité, sur du B2B. Et là, ces personnes-là vont me contacter. Oui, ok. Donc, à la fois du done for you pour tout ce qui est, on va dire, acquisition, mise en place de funnels et de payants, et surtout Mm. formation. Parce que toi, à la base, tu as mis le pied chez eux avec la casquette formateur? La casquette expert LinkedIn. Donc très souvent, D'accord. les Donc, groupes, c'est eux qui me contactent. Par exemple, je suis intervenu chez Robert Half, qui est une grosse entreprise de recrutement américaine, en début d'année. Et c'est eux qui m'ont contacté, tout simplement puisque je suis bien référencé sur LinkedIn. Ils ont dû chercher expert LinkedIn, formateur LinkedIn. Ils m'ont trouvé, ils m'ont contacté. D'ailleurs, on a fait un premier call où on a parlé de leurs problématiques.
Et en fonction de leurs problématiques, l'objectif, c'était de former les équipes internes. Donc, j'aurais proposé un programme de formation qui était pertinent pour atteindre leurs objectifs. OK. Donc là, on est venu te chercher. Tu mets pas mal l'accent dans ton contenu sur le fait d'aller prospecter et notamment d'automatiser la prospection. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont en full inbound, donc à savoir ben voilà, créer du contenu et laisser le prospect se manifester? Euh, Comment tu gères les deux, toi, les deux approches? Quelle Alors, place ça prend? nous, moi, je viens de la prospection de base. Quand j'ai commencé il y a 4 ans sur LinkedIn, j'avais aucun contact. Donc, je connaissais personne dans le milieu entrepreneurial. J'avais vraiment zéro contact. Donc, j'ai commencé tout simplement en prospectant, en envoyant des messages. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des contacts, des premiers clients. Même si maintenant, je me suis diversifié en postant et que maintenant, j'ai des personnes qui viennent à moi, à la base, je connaissais personne et personne me connaissait. Donc, Hmm. pour me faire connaître, je n'allais pas poster du contenu auprès de 3 personnes qui étaient mes potes et ma famille. Il fallait d'abord Ouais. que je me crée un réseau. Donc, je me suis constitué avec de la prospection et là, la prospection, on continue à en faire pour mettre en avant différentes choses. J'ai des comptes qui démarchent de manière permanente pour trouver des business à accompagner sur LinkedIn et là maintenant pour vendre la formation ChatGPT. OK. Qu'est-ce que ça change entre les débuts à 0 abonné et aujourd'hui à 30 000 en termes de justement de propositions, d'opportunités? Qu'est-ce que ça change? Alors déjà, ce qui change entre 0 et 30 000, c'est que j'ai beaucoup appris pendant le parcours. Et aussi, enfin, ce qui change, c'est tout simplement comment dire, la réputation. Je me suis constitué un réseau, je me suis constitué des personnes, j'ai des preuves. Quand j'avais 0 personne, les premiers clients, c'est toujours les plus compliqués à trouver. Là, maintenant, si on me parle, on me dit, ah, je travaille dans l'immobilier, je peux donner une référence. Je travaille dans la cybersécurité, je donne une référence. Je travaille dans la grande distribution, je donne une référence. Donc, d'avoir constitué en fait ce réseau et ces références font que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral lorsqu'on me demande, lorsqu'on me pose des questions et lorsque je suis dans un appel de vente. Je vais avoir beaucoup plus de références et la personne va avoir plus confiance. Donc, derrière, d'avoir 30 000 abonnés, je ne sais pas si ça impacte, mais c'est plutôt le portefeuille que je me suis fait, les Hmm. références que je me suis faites au cours de ces 4 dernières années qui vont influencer la chose. Après, derrière, c'est sûr qu'une personne qui voit un profil qui a 30 000 abonnés, qui poste tous les jours, a beaucoup plus confiance en la personne qu'une personne qui sort de Ouais, nulle toujours. part et qui a 5 abonnés. Donc là, de ce que tu me dis, et corrige-moi si j'ai mal interprété, quelque part, bon, 0 à 30, hein, bien sûr, il y a le facteur social proof, crédibilité, expertise. Mais factuellement, en termes si on répartit ton CA sur un camembert, le fait d'avoir 30 000, ça apporte pas forcément plus de beurre dans les épinards? Alors, mon réseau, en fait, il a augmenté en même temps que mon chiffre d'affaires. Donc, quand j'avais, je dois avoir quoi, 500 personnes au début, quand j'ai commencé à me mettre sur LinkedIn, au tout début, enfin, c'était une galère pas possible. Moi, j'ai pas une histoire du jour au lendemain où je passe de Explosion. 0 à 10K. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé, je voulais juste me mettre en freelance, en fait, me mettre à mon compte. Et, je me mettais en tant que marketing manager. Je suis allé sur Malte, plateforme de freelance. J'étais sur LinkedIn à essayer de démarcher, mais derrière, j'avais pas une expertise en particulier. Et quand j'ai commencé à me mettre à mon compte et à me vendre en tant que spécialiste marketing, je pouvais toucher à tout, mais je touchais à rien aussi à la fois. J'avais pas une expertise. Donc les Ouais. personnes ne me faisaient pas spécialement confiance, recherchaient pas mon profil. Et à ce moment-là, en fait, j'ai galéré pendant 6 mois. J'avais quoi, 150, 200 euros, 300 euros qui tombaient tous les mois. Donc ça a été une galère pas possible jusqu'au moment où tu surfes aussi, tu me l'as dit avant le début du call, jusqu'au moment où je suis allé surfer avec un pote.
Et il me dit, depuis que je me suis mis, il était UX designer, il me dit, depuis que je me suis mis UX designer spécialisé en mobile, j'ai beaucoup plus de demandes. Les personnes viennent vers moi et en fait, les Et personnes ouais, cherchent une expertise. le généraliste par rapport à l'expertise, quoi. Voilà, le généraliste, on l'embauche dans l'entreprise, on ne va pas le chercher en consultant ou en prestat. Donc, à ce moment-là, il y avait LinkedIn qui était en plein boom. J'avais un des clients à l'époque qui m'avait parlé de prospection automatisée. Donc, du jour au lendemain, je me suis mis expert LinkedIn sur Malte, sur LinkedIn, et j'ai commencé à prospecter à fond, avoir mes premiers clients qui voulaient que je les aide sur LinkedIn. Et au fur et à mesure, je me suis développé sur la plateforme. Donc, c'est à partir du moment où je Hmm. me suis spécialisé, après 6 mois à galérer en freelance, que j'ai commencé à atteindre 1000 euros, 2000 euros de chiffre d'affaires. Pour la première année, j'étais à ça, je tournais à 1000, 2000 euros de revenus par mois. Et après, au fur et à mesure, je suis arrivé au fameux 10 000 de chiffre d'affaires et dépasser ce chiffre d'affaires. Mais je suis toujours pas dans quelque chose comment dire, qui est récurrent. J'ai des mois où je suis à 15 000, d'autres où je suis à 20 000, c'est génial, d'autres où je suis à 5 000. Donc, j'ai pas encore ce, ce, ce discours où je vais dire je suis tous les mois à 10 000 euros. Et surtout, c'est récent. Il Ouais, y a mais un an, je pense je n'étais pas à ça. ouais, ouais, ouais. Et c'est cool. Merci pour ton honnêteté, c'est rare. Et ce fantasme du CA, sauf si bien sûr tu as, on va dire, un gros client ou autre, du CA vraiment régulier, tout le monde parle de CA mensuel, mais quelque part, c'est un peu biaisé parce que c'est mieux de le planifier à l'année, de le quantifier à l'année. Parce que déjà, quand tu es Mm. freelance, si tu veux couper, tu ne planifies pas ton CA sur 12 mois, mais sur, on va dire, 10 mois si tu veux couper 2 mois. Donc forcément, les mois où tu charbonnes, ben, tu vas y aller. Et les mois où tu as décidé d'y aller plus tranquille, ben, tu y vas plus tranquille. Donc ça, c'est un premier point. Et de ce que j'entends, c'est qu'au final, tu n'as pas lâché, tu vois. Tu n'as pas lâché, tu t'es dit, bon, ben, si les 6 premiers mois un peu galère, ouais, je me cherche un peu, je peux tout faire, mais je peux rien faire, tu vois. Euh, mais mon frère, il a une expression, je suis bon à rien, mais je suis prêt à tout, tu vois. J'adore, j'adore cette expression. C'est un peu ça. C'était un peu ça au début. Tu te dis, bah, tiens, je vais aller là, je vais poncer le sujet, je vais aussi apprendre sur le tas, tu vois, signer les premiers clients pas chers, etc. Et en avant, quoi. Et tu vois, et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, et je pense que quelque part, on a aussi chacun notre part de responsabilité sur ça, sur le fait de mettre des messages de ouais, tu peux le faire, c'est facile, etc. Mais au final, une des composantes majeures, c'est pas les qualités intrinsèques, hein, tu vois, c'est vraiment la détermination et la résilience, quoi, au bout du bout. Après, c'est facile. Ça va être facile pour une personne qui a bossé en entreprise 10 ans en tant que CMO de l'entreprise. Là, il va se mettre à son compte. Tout de suite, il a déjà un réseau, il a déjà Oui, une expertise et il va pouvoir se mettre se lancer tout de suite. Moi, j'avais une expertise générale, comme beaucoup de personnes, en marketing en général. J'avais géré des campagnes de paid, mais c'était vraiment, gérer une agence en fait. Je gérais pas, je mettais pas les mains dans le cambouis. Donc, c'était quelque chose de très général. Donc, au final, ça n'a pas été quelque chose qui m'a aidé réellement au début. J'ai dû apprendre beaucoup de choses sur le tas. Après, je me suis, sur les premiers clients, vendu sur des sujets où derrière, ça s'est très bien passé parce que je vendais peut-être un jour. Au début, je me vendais au taux journalier. Je vendais une journée, je travaillais une semaine pour oui. que le client soit satisfait. Parce qu'au Le début, je n'étais pas au classique. top. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qui est super important, c'est qu'il faut, ok, ça peut être galère pour certaines personnes, beaucoup plus simple pour d'autres. Il n'y a pas de parcours type, mais en tout cas, quand on promet quelque chose, derrière, il faut le rendre possible. Ouais, ouais, ouais. T'as jamais lancé de payant sur Facebook? Si, j'avais lancé du payant sur Facebook au début où je touchais à tout. En fait, au D'accord. début où je touchais à tout, j'avais lancé des campagnes sur du Meta, du Google Ads, du LinkedIn, j'ai refait des sites internet, j'ai écrit des sites en SEO, j'ai fait des campagnes de call mailing. Donc j'ai touché à tout, mais sans toucher à quelque chose En de profondeur. manière poussée, comme là je le fais avec LinkedIn par exemple. Ouais. Là, t'as un seul canal aujourd'hui, c'est LinkedIn? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Beaucoup de personnes vont crier sur tous les toits que c'est super dangereux. Mais bon,
moi, je vois LinkedIn qui va continuer sur les prochaines années. Je répartis mon temps, enfin, je me focus à fond sur LinkedIn. Et derrière, c'est mon canal d'acquisition principal. Je pourrais me diversifier, mais après, ça prendrait beaucoup de temps aussi. Et j'aime bien avoir un bon équilibre pro-perso. Donc, pour l'instant, je reste sur LinkedIn. Et si LinkedIn disparaît, bah, je recommencerai à zéro. C'est tout. Ouais, alors ça dépend bien sûr, mais moi je le vois pour moi, je le vois pour beaucoup d'autres qui font beaucoup plus que moi. Euh, le classique, hein, une audience, une offre, un canal. Tu vois, moi j'arrive sur LinkedIn tranquillement, je viens de Facebook, j'ai un canal. Après, je capture des mails, etc. Je balance aussi du payant de temps à autre sur Facebook, mais ça n'empêche pas de faire 6 chiffres par an, tu vois. Et tout le monde me dit, ouais, tu pourrais aller sur Insta, etc. Ouais, mais en fait, c'est trop de taf. Tu vois, moi, j'ai une petite équipe, mais j'ai pas envie de lancer la machine, faire des reels et compagnie, blablabla. Ouais, ça me gonfle. Non, franchement, ça me Pas pour le gonfle moment. grave. Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que moi aussi, il y a un an, je disais, ça me gonfle de publier. Il y a un an, je ne publiais pas tous les jours. Maintenant, je publie tous les jours. Il y a un an, je ne publiais pas tous les jours. Je publiais une fois toutes les 2 semaines. Je Ah publiais ouais. juste pour mes clients. Après décembre dernier, j'ai commencé à publier plusieurs fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et là, c'est depuis ce début d'année, vraiment en retard, où je disais à chaque fois, ça me gonfle, je n'arrête pas de le faire pour mes clients, ça me gonfle de parler de moi, de mettre ma tête, de jouer à ce jeu, en fait, et aussi de prendre le temps de produire du contenu. Je disais que j'allais jamais le faire. Au final, je l'ai fait. Donc peut-être que dans un an, tu feras des vidéos sur Instagram à fond. Je sais pas, c'est pas la création de contenu qui me dérange. Je suis très prolifique et je crée du contenu quasi quotidiennement depuis 3 ans, tu vois. Et j'ai des tonnes. Mm. Et après, je le recycle aussi. Tu vois, le contenu que je fais à l'écrit, je peux le tourner en vidéo. Mais par contre, c'est le format. Et en fait, c'est tout Mm. le. Je pourrais déléguer, en fait, il faudrait que je le délègue, tu vois. Mais faire des. Déjà, le format du short, j'ai du mal parce qu'en 1 minute, et puis, il faut mettre, tu vois, les sous-titres qui pop-up, pam, 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 tu vois, pour capter l'attention, Mm. etc. Et je ne suis pas du tout dans cette énergie-là, quoi. Donc, je peux faire des interviews, des trucs un peu plus longs, Ah ouais, euh, plus long. l'écriture, mais c'est vrai que sur le format Et est-ce que, justement, à pas, tiens, je vais te poser cette question, est-ce que à pas faire le jeu de l'algorithme, tu penses qu'on peut être vite déclassé et mis sur la touche, Sur LinkedIn, de façon générale? c'est-à-dire ouais, enfin, après, pour parler plus de LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui parlent de comment dire, de poster régulièrement et de jamais s'arrêter. Parce que si on s'arrête, derrière, qu'est-ce qui va se passer? L'algorithme va comprendre qu'on s'arrête Ouais. et va arrêter de nous mettre en avant. Euh, En réalité, sur le papier, moi, ça m'arrive d'arrêter pendant une semaine et derrière, je reprends et ça change rien. Donc, je pense que c'est juste, ce qu'il faut faire, c'est juste produire du contenu qui intéresse son audience, pas trop prendre en compte l'algorithme, enfin, prendre en compte pour les bonnes pratiques, mais pas faire une course Pas être esclave. à la Ouais. séduction. Voilà, c'est ça. Hmm. Ça ne faut pas non plus séduire l'algorithme pour l'instant. Je mets tout le temps des liens sur mes posts. En ce moment, comme je fais la promotion de la formation ChatGPT, c'est juste que c'est plus simple. L'objectif, c'est du clic, c'est d'avoir des ventes derrière et ça facilite les ventes. Donc derrière toutes les bonnes pratiques, il faut aussi prendre du recul par rapport à ces bonnes pratiques, prendre du recul par rapport à l'algorithme et derrière Oui, euh, savoir pourquoi tu y vas, passer à l'action. parce que effectivement, si tu es en mode promo à bloc, ben là, tu bastonnes ton audience et tu envoies du call to action à bloc, quoi. Normal. C'est ça, c'est Ouais. ça, c'est ça exactement. On va changer de sujet. On va plus parler de perso. J'ai vu que tu avais étudié en Chine, tu as vécu au Sri Lanka, tu m'as dit pendant un an. Là, tu es au Portugal. Tu as pas mal baroudé. C'est une composante importante pour toi? Ouais, assez importante. Je suis allé au Sri Lanka pour bosser un an. J'ai bossé dans une agence de voyage, je faisais de la vente au téléphone de voyages personnalisés et je voyageais au Sri Lanka pour créer des nouveaux tours. Ok. Donc ça, c'est une C'est première beau, chose hein, que Sri j'ai Lanka. fait. Ouais, c'est une première chose que j'ai faite, c'était génial, c'était exceptionnel. Ça m'a permis de découvrir la culture, de perfectionner mon anglais. Juste avant, j'étais allé en Chine, où là, ça m'a retourné.
retourné la tête puisque je ne m'attendais pas à un changement de culture. Je suis à Chengdu, dans le Sichuan, 13 millions d'habitants à l'époque. Et ça m'a permis de découvrir une autre culture, d'être avec des étrangers tout le temps et d'apprendre l'anglais tout simplement, de changer ma vision des choses et changer la manière dont je voyais les choses, de m'ouvrir à d'autres milieux. Donc ça, c'était exceptionnel. 6 mois en Chine, 1 an en Sri Lanka. Je suis retourné après en France et je suis parti 1 an faire le tour de l'Amérique du Sud en stop Ah ouais, cool. après. Ouais, j'ai fait un petit tour d'Amérique du Sud en stop, à dormir en tente, en stop, euh, Tu t'en à tapes. faire, Ouais. à tout faire et c'était top, Ouais. c'était génial. C'est mon père qui m'avait conseillé à l'époque. Je voulais voyager pendant mes études et il m'avait dit non, non, voyage pas pour l'instant, tu finis tes études. Après, tu te prends une vraie année où tu voyages et tu kiffes et tu penses à rien d'autre. Et c'est ce que j'ai fait et c'était top. C'était top, mais bon, après, quand je suis rentré en France, après 1 an en Amérique du Sud à faire du stop, à vivre en tente et à faire que du kiff, Ah, le je suis décalage. arrivé à Paris, c'était un gros décalage et tous mes potes avaient déjà évolué dans leur boîte. Moi, j'étais un peu à la ramasse. Ouais, mais tu as Ça me évolué saoulait d'être à personnellement, Paris. C'est ça, c'est tu ça, vois. c'est ça, c'est ça. Et avec du recul, c'est top parce que ça m'a donné envie de partir de Paris. Et je suis allé au Portugal en 2017. Ah ouais, donc ça fait quand même 6 ans que tu es installé au Portugal? Ouais, 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 Ah ouais, j'ai pas eu d'accord. tout le rythme digital nomade, hein. J'ai beaucoup voyagé euh, par plaisir, sans bosser sur mon ordi. Et je suis depuis 2017 au Portugal. J'ai commencé avec des petits boulots, enfin des petits boulots parce que c'était très mal payé. Au Portugal au début en marketing. Et derrière, je me suis mis à mon compte donc il y a 4 ans, donc vers 2020, 2019-2020. Ah ouais, d'accord, donc c'est assez récent alors. C'est ça Ok. exactement. À la base, je bossais en entreprise ici en marketing, à tout toucher, à faire de tout en marketing. Ouais, ouais, et c'est ça il y a vraiment un décalage énorme quand, par exemple, tu es en recherche d'emploi, parce que je me suis retrouvé un moment. Alors, j'ai signé un seul CDI de ma vie, je suis resté 18 mois, mais j'ai fait de la recherche d'emploi et les mecs cherchent le mouton à 5 pattes. Tu vas parler 8 langues, Mm, être développeur et à la fois être sur la vision de marketing. Enfin, tu vois, vraiment, et tu es payé 1 300 balles et tu te la fermes, tu vois. Et au contraire, quand mm. tu tombes justement, quand tu lances à ton compte, moi, ça a été pas une de mes erreurs parce que bon, j'ai appris, mais je me suis lancé, j'étais là, mais en fait, laissez-moi vous aider, je peux faire plein de trucs, tu vois. Alors Ouais, qu'en c'est fait, ça. c'est l'exact opposé. Tu vois, et quand quand tu n'es pas entrepreneur dès tes 18 ans, il y a un vrai shift à faire justement de mentalité, de point ouais, d'état d'esprit sur ça. C'est 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 ça. important. J'ai jamais fait ce parallèle entre recherche d'emploi et ensuite passer à son compte, de vouloir tout faire pour rentrer dans la case de ce mouton à 5 pattes. Et c'est vrai, en fait, hein. C'est complètement ça. Puisque moi, j'apprends très vite, je m'adapte super vite. Et à chaque fois, ce que je vends dans l'entretien, c'est pour des emplois, c'est OK, je sais pas faire ça, mais je vais apprendre super rapidement. Et pareil, quand je me suis mis en freelance, je voulais tout faire. Et je me suis dit que si je faisais tout, ça allait mieux marcher. Mais au final, c'est tout le contraire. Ouais, 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 c'est bon. Et ceci étant dit, bah après, moi j'aime bien avoir aussi une compréhension globale, ma compréhension. Tu vois, il y a vraiment. Ça, c'est le piège que je vois de beaucoup qui sont passionnés, qui sont très curieux, comme toi, tu aimes apprendre, tu vois, de, de- d'être sur beaucoup de sujets vraiment différents. Mais je pense c'est bien d'avoir une vision, un apprentissage, on va dire, horizontal, tu vois, mais tu vois, à la surface, limite, je vais comprendre les 20% qui font que c'est bon, tu veux les 20-80. Par contre, ton expertise en vertical, tu la ponces et tu la ponces et tu la ponces, tu vois. Mm. Parce que par exemple, voilà, prospection, automatisation, etc., c'est sans fin. Moi, je suis coach certifié. Je vais pas, si je reste dans le milieu du coaching, je peux aller sur mais tellement de nuances et de vagues différentes, tu vois. Euh, donc, ça, je trouve il y en a beaucoup qui font l'erreur. Ouais, mais il y a tout qui m'intéresse. D'accord, mais déjà, vraiment ponce un truc et surtout fais en sorte que ce que tu ponces, il y ait de la demande en face, quoi. C'est ça. Si tu veux faire du CERF. Bah, avant de le penser, hein, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne, hein. C'est avant Ouais. d'aller sur un sujet, je regarde qu'il y a de la demande. Ah ben Euh, oui, oui, oui. c'est le principal. Parce que
C'est bosser tous les jours sur un sujet. Il faut que derrière, enfin, c'est ma vision, sur un sujet derrière son ordinateur, comme ce que je fais, il faut que derrière ça paye. C'est aussi la base et la motivation principale. Sinon, je préférais aller faire le tour du monde et surfer un peu partout. Ouais, C'est vrai. il n'y a pas trop besoin d'éléments extérieurs pour se chauffer pour ça. Voilà, c'est ça. Euh, Tu parles régulièrement de tes flops, des doutes que tu as pu vivre. Donc, loin du brillant overnight success, tu vois, qui prend 20 ans à construire. Euh, Ça serait quoi tes plus gros moments de doute? Alors, ça peut être sur ton expérience entrepreneuriale, mais aussi perso. Et sur quoi tu t'es appuyé pour dépasser ça? Mes gros doutes, c'était le moment en fait où je me suis mis à mon compte, je pense. C'était le plus gros doute. Parce qu'avant, OK. je bossais dans des boîtes au Portugal où bon, bah, je n'étais pas super bien payé, mais j'avais des responsabilités. Tous les jours, j'avais des choses à faire et il y avait une structure. J'ai vu un de mes meilleurs potes qui est venu à Lisbonne, qui était à son compte, qui gagnait en une semaine ce que je gagnais en 2 mois et qui travaillait 2 fois moins. Et je me suis dit, oulala, il y a un problème, il faut que je me mette à mon compte. En même temps, ça se passait pas bien dans ma boîte et je me suis mis à mon compte. À partir du moment où je me suis mis à mon compte, il y a eu un gros doute parce que je faisais pas de chiffres. À côté, je faisais d'autres choses pour gagner de l'argent. J'organisais des soirées à Lisbonne, je faisais du tuk-tuk, guide touristique, je Ah, faisais tu t'y colles, de hein? la location, ouais, location sous location d'appartements au même moment, tu vois. Et j'essayais, bah, dès qu'il y avait une possibilité de faire, de faire du freelance et de me mettre à mon compte. J'ai aussi lancé un bar de plage sur Costa Caparica, à 15 minutes de Lisbonne, en plein Covid. Donc, ça n'a pas trop duré, Le nez. voilà, c'est ça. Puisqu'au au même moment, en fait, dans tous les cas, mon business a commencé à bien fonctionner. Donc, avant que ça fonctionne, j'avais pas le chômage, donc j'avais plein de business à côté de choses qui me permettaient de survivre. Mais pour le lancer, ça a été un long moment de doute, en fait, parce que euh, je voyais tout le monde qui criait sur tous les toits que ça cartonnait, que leur business cartonnait. Et moi, pour arriver aux 1000 euros, pour arriver aux 2000 euros de chiffre d'affaires au début, c'était super compliqué. Et quand je me rappelle, quand je suis arrivé à 1500, 2000 euros au début, sans trop travailler, puisque j'avais pas énormément de clients et tout se passait en automatique, j'avais automatisé pas mal de process, mais j'étais le plus heureux au monde. Et cette partie de développer, au début de vendre, un coup d'être considéré comme un expert, vendre des formations à plusieurs milliers d'euros la journée, ça a été une libération. Et ensuite, il y a eu le deuxième stade où j'ai atteint ces choses qui me paraissaient impossibles, de gagner 2000, 3000 euros par mois sans trop travailler, euh, et de faire une journée à vendre des journées de formation à 2500 euros, où ça, j'ai passé ce stade-là. Je l'ai fait plusieurs fois et je me suis dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, Hmm. j'ai fait ça et il y a toujours plus en fait. Je suis en contact avec des personnes qui font 2000, 3000 euros par jour tout seul. Et cette phase-là, en fait, c'est un nouveau doute où je me suis dit, bon, bah, ok, je fais pas assez. Donc, pousser et voir aussi qu'il y a encore de plus en plus de concurrence sur LinkedIn, de plus en plus de monde qui arrivait et me dit, bon, bah, ça, c'est fini, c'est la mort de ça. C'est mon taf, en tout cas sur les parties de prospection, ghostwriting, il est fini. Il n'y a plus que la partie coaching, publicité, où il faut vraiment une expertise, où je vais continuer à bosser, parce qu'il y a des personnes qui cassent les prix. Donc ça, c'était la deuxième Hmm. phase de doute. Faut que je gagne plus, mon métier va disparaître. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait, tout simplement. Et, et sur cette partie-là, c'est là où je me suis remis beaucoup en doute et où j'ai lancé avec mon associé Brice l'idée de formation e-learning sur ChatGPT. Et ça, c'est ce que je suis en train de développer un peu plus depuis quelques semaines. OK. Ouais. Après, de ce que j'entends, quelque part, la fibre entrepreneuriale, tu l'as.
parce que avant de te lancer à ton compte en ligne et que c'était un plus sur la partie technique ou web prospection, tu vois, si tu l'as pas, tu vas pas ouvrir un bar de plage, tu vas pas pousser le tuk-tuk, enfin, tu vois, tu vas pas te sortir le doigt, en fait, tu vois. Et, non, mais c'est vrai, C'est sûr. tu vois. Donc, ça, je pense que c'est vraiment, encore une fois, indépendamment des compétences qu'on peut avoir, cette question de détermination, tu vois, ce qui t'anime, hein, tu vois. Euh, Mm. je pense que c'est Ouais, c'est ça, vraiment. faut trouver un sujet, faut trouver un sujet, essayer qu'il marche, le pousser à fond, comme tu disais, pousser à fond le sujet et derrière le mettre en place et dès qu'on voit ça fonctionne plus, bah, switcher sur autre chose. Mais ce qui est important, c'est de bien poncer le sujet à chaque fois. Vraiment se donner à fond et faire les choses super bien. Tiens, justement, par rapport à cette question de passer à autre chose, comment toi, tu évalues l'équilibre entre éviter l'objet brillant et se donner le temps au temps pour, réussir, pour essayer, pour rater, pour s'améliorer, et bon, ok, là, a priori, c'est cuit, je vais passer à autre chose. Alors là, c'est une bonne question, parce que je pense qu'il y a plus de facteurs qui interviennent. Par Ouais, exemple, elle est le facteur financier, de un peu base de binaire, ma facteur question. financier, de base de facteur financier. Je ne pourrais pas faire de généralité, mais comment est-ce que moi j'ai passé ce facteur? Euh, c'est tout simplement en me disant, je veux être indépendant financièrement, à faire une activité en freelance, ça marche, je vois autour de moi que ça marche. Si les autres le font, je peux le faire. C'est sûr, ça prend un peu de temps, mais je peux le faire. Et à côté, ce facteur financier qui, moi, c'est la chose qui me stresse le plus quand je lance un projet, c'est est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va faire du chiffre, bah, avoir d'autres choses à côté qui rapportent. Donc moi, par exemple, de mon côté, jamais je me serais lancé en freelance sans à côté être ultra actif dans d'autres projets qui me rapportent un peu d'argent. Parce que je supporte pas en fait de lancer une activité et de me dire qu'elle rapporte rien et d'avoir aucune source de revenus à côté. Donc c'est Hmm. pour ça qu'à côté, j'organisais plein d'autres choses. J'étais sur d'autres choses à côté en attendant que la nouvelle activité surgisse et prenne le plus de place dans les revenus. Ouais, ouais, Donc et pour c'est moi, vrai que c'est ça le conseil. ouais, ouais, ouais. Et ce rapport à l'argent, il est vraiment différent. Il y a des personnes qui peuvent avoir 50 000 euros de trésor et pas se sentir à l'aise, d'autres qui peuvent être avec juste un mois d'avance et être complètement OK. Indépendamment du montant, on a tous vraiment un rapport différent avec l'argent. Et effectivement, je pense que c'est quand même plus facile de se dire, tiens, je vais lancer un projet de cœur ou juste pour essayer, quand tu sais que, un, tu as du cash flow qui rentre de façon régulière, et ou que deux, bah, tu peux voir venir parce que tu es au chaud pendant un moment, quoi. Mm. C'est ça, c'est du kiff. Ouais. À partir du moment où tu as, un cash flow qui rentre sur d'autres business, c'est du kiff. Tu lances un nouveau sujet, c'est top. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses et l'évolution dans ma vie personnelle. C'est d'avoir des choses qui fonctionnent bien, de pouvoir lancer d'autres sujets et diversifier les différentes choses tout en faisant très très bien les choses que je fais actuellement. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te drive et tu crois en quoi en termes de valeur? Alors, la chose qui me drive principalement, déjà, c'est de kiffer personnellement ma vie. Là, je lance des choses, je bosse à fond sur LinkedIn, on est en train de lancer une formation. À côté, bon, je ne sais pas s'il y a eu un peu de bruit pendant notre call, mais j'ai Oui, acheté j'ai un vu. appartement qui a été rénové. Là, il y a des personnes qui sont dans mon appartement en train de finir la mise en place des meubles. Et tout ça, en fait, ok, c'est top, mais ce qui me drive au principal, c'est la qualité de ma vie perso, de pouvoir passer du temps avec ma copine, de pouvoir passer du temps avec mes potes, en famille, de pouvoir aller surfer, de pouvoir faire du sport, et en fait de vivre cette vie quotidienne qui est géniale. Si la partie pro prend trop de place et que sur ma partie perso, je peux plus profiter, dans ce cas-là, je vais revenir tout de suite dans un équilibre qui va être différent et je vais reprendre mes priorités au niveau professionnel. Ouais. Donc là, c'est quoi? Tes garde-fous quelque part ça serait up de se sentir déjà au niveau physique, c'était bien, au niveau, on va dire, social,
et te dire, oula, là, c'est un peu en train de partir en cacahuète, là, ma nana, je la vois plus trop. J'ai pas fait mon sport, donc je vais un peu défocus sur le pro pour remettre les priorités, quoi. Après, il y a des moments de rush. Il y a des moments de Ouais, rush. Par bien, ah exemple, oui, là, ouais, bien sûr. Quand tu es ça en fait un mois, là, lancement, tu bastonnes. c'est ça. C'est ça. Ça fait un mois, je Ouais, suis en gros rush. Je suis allé surfer 2 fois sur le mois. J'ai pas fait de sport, alors que normalement, je fais un peu je me lève, comme je fais beaucoup de sport, je fais mes étirements, mon petit yoga, tu vois. Ça fait un peu euh, routine que certaines personnes vont critiquer, mais c'est ça en fait. Pour un bon équilibre au niveau sport, il faut t'étirer. Donc je commence ah ouais, voilà, tu as un ma journée. fervent défenseur de l'étirement. Donc, Donc bah, voilà, bah, c'est ça. Il faut s'étirer, il faut s'échauffer. Donc je commence toujours ma journée normalement avec des étirements, mon yoga, puisque je sais que dans la journée, je vais aller surfer, je vais faire du sport. Et ça, là, ça fait un mois que je le fais pas. Bon, bah, je le mets de côté parce que je suis en gros rush et c'est top aussi. Les hmm, rushs comme ça, ils sont géniaux et ça permet de switcher les priorités et de réapprécier ouais. sa routine suite à ça. Euh, on va parler un peu d'IA rapidement. Mhm. Elle va tous nous bouffer ou on va cohabiter après toi? Bon, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais en tout cas, mon avis personnel, c'est que tout va évoluer. Tous les métiers vont évoluer et c'est pour ça tout simplement que j'ai switché aussi sur le lancement de formation sur l'IA, sur ChatGPT. Pourquoi? Parce que moi, sur mon business, sur tous les business autour de moi, je vois que ça change. Sur mon business, je vois que je l'utilise à fond Hmm, pour la création de contenu, pour la création de messages de prospection, de publicité, pour tous ces sujets, j'utilise de manière quotidienne. Euh, quelque chose qui est exceptionnel, par exemple, enfin, que je trouve exceptionnel, au niveau community management, j'avais des clients qui me demandaient il y a 6 mois, gère notre compte, va commenter des publications, soit présent avec notre compte sur LinkedIn. Je pouvais pas le faire et je refusais de le faire parce que je voulais pas mettre je voulais pas les commenter félicitations, bravo, ce genre de commentaires qui apportent aucune valeur. Maintenant, on arrive à recréer le profil du client sur ChatGPT, euh, donner des exemples de réponses, de tons à ouais, ou poster ou de le sujets. nurturing. Et derrière, ouais, c'est ça. Et derrière, on fait un copier-coller d'un post à commenter en tant que notre client. Et ça nous fait un commentaire qu'on va aller poster. Et maintenant, on peut aller commenter et on accepte d'aller commenter pour nos clients à leur place sur LinkedIn. Et ils en sont super contents et les commentaires font parfois plus de likes comment dire, que le post en lui-même. Ouais, ouais, Donc, ça va pas nous remplacer puisque il y a encore des choses à faire. Mais par contre, ça fait évoluer les choses. Ça casse le marché, ça casse des marchés, ça casse des barrières à l'entrée de certains marchés. Tout évolue vite et il faut s'adapter. Donc, je pense pas que l'humain va disparaître. Mais je pense que la manière de travailler va énormément changer. Et moi, j'ai envie d'en faire partie de ce futur, de cette évolution. Et c'est pour ça que je me suis mis à fond sur ChatGPT pour l'utiliser quotidiennement et montrer à mes clients aussi qu'on l'utilise et qu'on est de plus en plus performant. ouais, ouais, ouais. Et au-delà de ça, parce que bon, ChatGPT va évoluer, peut-être qu'on s'en servira plus, etc. Donc, je pense que C'est c'est ça. vraiment important aussi de pas. En fait, je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment d'adopter une nouvelle logique, tu vois, avec l'IA. ChatGPT, Mhm. Midjourney, ce qu'on veut, il y en a à l'appel, mais d'avoir vraiment une nouvelle logique de, OK, ça peut être vraiment un super outil, un super assistant, et ça peut être vraiment une impulsion créative sur, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'au final, quelque part, la limite, maintenant, ça va être la limite créative, quoi, presque. C'est ça, exactement. Tu as raison. C'est bien résumé. Ouais. OK. Tu te vois où, si tu te vois, dans 5 ans, Jérémy? Toujours au Portugal, à Lisbonne, Ouais. euh, au bord de la mer, à pouvoir avoir un bon équilibre perso-pro. Après, niveau pro, aucune idée. Pourquoi? Parce que ma vie a tellement changé sur les 5 dernières années que prévoir dans 5 ans où je vais être, c'est impossible, vraiment impossible. Donc perso, continuer l'équipe que j'ai.
fonder une famille, être au bord de la mer, avoir un bon équilibre. Et au niveau pro, peut-être que je vais continuer sur cette partie LinkedIn, peut-être que je lancerai un autre business, peut-être que je travaillerai plus du tout en digital et que j'aurai Mm. un bar-restaurant. Peut-être que je serai que dans l'immobilier, j'en sais rien. Mais j'ai hâte de le découvrir. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, hein, quand tu te retournes, tu sais, je sais plus qui, on va dire, je sais plus qui de qui elle est. Bon, mais il y en avait un qui disait qu'on surestime trop ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime trop ce qu'on peut faire en 10 ans. Et c'est vrai, hein, parce qu'un an, ça passe hyper vite, etc. Et par contre, c'est vrai que quand tu te retournes 10 ans en arrière, tu vois, tu dis, waouh, putain, mais tout ce que j'ai fait, tu vois. Et c'est vrai que il y a, quoi qu'on en dise, l'automatisation, etc., tu peux aller très vite, mais ça n'empêche que, tu vois, tout ce qui est phase de vie, etc., tu peux pas faire l'économie du temps, tu vois. Et en 10 ans, tu peux en Ah, abattre des trucs de dingue, quoi. À partir du moment où, justement, tu te donnes un peu le temps aussi de développer, tu vois. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est impossible. Il y a 10 ans, j'étais en banlieue parisienne. ouais. Enfin, mon style de vie, mes fréquentations. Attention, j'ai gardé des très bons potes. Si un jour ils écoutent ce, 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 ce contenu, j'ai gardé des très bons potes, mais mon style de vie, mes possibilités ont tellement évolué en 10 ans. Je suis passé d'une vie de naître en banlieue parisienne à avoir cette vie au bord de la mer, à Lisbonne, à bosser sur mon ordi. Enfin, c'est très différent. Donc, Hmm. aucune prévision sur les 5 prochaines années. Ok, cool. Est-ce qu'il y a une dernière chose on te retrouve sur LinkedIn? Ouais, Oui, Jérémy Guillot, voilà. facile à Je mettrai, trouver. je mettrai le lien dans la description. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager? Peut-être, tu vois, une phrase qui te sert de mantra, de leitmotiv avant de se quitter. Pas de mantra spécialement, mais pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'équilibre pro-perso et aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on voit. Parce que la plupart des personnes qui sont autour de nous, qu'on a en référence pour les objectifs, ont eu des milieux de sociaux différents, ont eu des expériences de vie différentes, ont des comportements différents et tout le monde vient d'un background qui est très différent. Donc à chaque fois, de prendre du recul par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on analyse et de ne pas analyser qu'un facteur. Une personne peut être ultra riche et avoir une vie enfin perso pourrie. Une personne peut avoir une vie perso géniale et être la plus pauvre possible. Donc à chaque fois de prendre du recul par rapport aux choses qu'on voit passer sur LinkedIn notamment et sur les autres réseaux sociaux. Ouais, il y a une vraie différence entre fortune et richesse. Ouais. C'est ça. Ok, super. Ben, merci pour ce moment, Jérémy, c'était top. Merci à toi. Bon courage avec l'installation, hein. Et je te dis à bientôt en ligne alors. Salut. Merci Alexandre. Bonne journée.